Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. Non, les Alpins ne sont pas des crétins arriérés et ignorants du reste du monde, vivant reclus dans leurs montagnes. Tout au contraire. Dans une nouvelle exposition qui balaie 7000 ans d'histoire dans l'arc alpin, le musée dauphinois déconstruit les idées reçues et nous démontre comment les gens de là-haut, les gens des Alpes, furent bien souvent plus instruits et au moins tout aussi ingénieux que ceux d'en bas. Olivier Cogne, conservateur du musée dauphinois et historien de formation, reconnaît lui-même avoir fait bien des découvertes sur la vie en montagne du néolithique à aujourd'hui. Mais ses plus grandes surprises ne sont pas forcément historiques, comme il va nous le révéler dans peu de temps. Bonjour Olivier, pouvez-vous nous raconter 7000 ans d'histoire? Quel chantier? En effet, par l'ampleur du sujet qu'on a voulu engager il y a maintenant 3 ans à peu près, parce que embrasser 7000 ans d'histoire, ça paraît une ambition folle, donc il a fallu évidemment faire des choix. Il ne s'agit pas de raconter année par année ce qui s'est passé, mais de pouvoir mettre en évidence un fil rouge qui nous a animés tout au long de la préparation de ce projet, avec des partenaires qui étaient à la fois des acteurs culturels, des musées qui nous ont suivis sur ce projet, des musées de la région situés en région de montagne, et puis des musées qui n'étaient pas situés en région de montagne. On a invité le musée Gadagne, par exemple, le musée d'histoire de Lyon et le musée Arlatan, le musée à Arles, qui est un musée emblématique aussi de l'histoire de l'ethnographie, avec des chercheurs également, des archéologues pour les périodes les plus anciennes, des historiens des périodes, on va dire, qui ont suivi, et jusqu'à aujourd'hui, et puis évidemment beaucoup de personnes qui étaient là aussi pour raconter ce qu'est la montagne aujourd'hui, comment on l'habite, comment on la vit. Et donc c'est dégagé un fil rouge qui était celui de la capacité d'adaptation à un environnement qui est quand même singulier, qui sont ces territoires de pente, et puis de pouvoir mettre en évidence cette capacité d'adaptation au regard de l'histoire, d'événements politiques, sociaux, économiques, environnementaux. Et puis en fait, au fur et à mesure de l'avancée de ce projet, on s'est rendu compte qu'on était en train de déconstruire petit à petit des représentations parfois très anciennes de la montagne, et notamment une qui est encore assez connue parce qu'elle a été ravivée il n'y a pas très longtemps, celle du crétin des Alpes, qui est une représentation ancienne qui prête à sourire, mais qui en fait est porteuse de préjugés très négatifs et très mal perçus par la population, qui a dû s'en défendre, véhiculée par une population citadine qui consistait en fait, en quelques mots, au XIXe siècle, à considérer que la population de montagne, c'était en fait, en quelque sorte, une population de gens arriérés, qui vivaient sur des territoires reculés, ignorants, ne se mariant qu'entre eux, et finalement pas très intelligente, cette population, et souffrant de problèmes physiques, d'un crétinisme alpin qui en fait se traduisait par la formation de goitres, de gens boiteux, marqués par tout un tas d'infirmités physiques. Et en fait, aujourd'hui, les scientifiques ont bien prouvé qu'il y avait des raisons à cela, mais que ça n'empêchait pas ces populations d'être instruites et intelligentes. Bien au contraire, c'est ce qu'on veut aussi affirmer dans l'exposition, s'il le fallait encore, que les populations de montagne, et dans certaines régions en particulier où le protestantisme a été très présent, avec cette culture protestante qui est très importante, de la formation et de l'éducation, que ces populations-là étaient plus alphabétisées et plus instruites, bien souvent, que des populations qui habitaient dans les villes. Et là, je parle de périodes anciennes, hein. Je parle du XVIIe siècle, par exemple, où des familles de paysans savaient déjà au moins signer leur nom, ce qui n'était pas fréquent à l'époque.
Donc voilà, une première idée reçue finalement que sans nous en rendre compte, nous étions amenés à battre en brèche. Et puis il y en avait une autre aussi très, très importante qui était cette idée que les montagnes empêchent les gens de se rencontrer. Vision très citadine là encore. L'histoire nous enseigne que c'est bien l'inverse, que les montagnes n'ont jamais empêché les mobilités, les circulations humaines depuis longtemps, euh, pour des questions commerciales, économiques, mais aussi migratoires, que les populations se sont déplacées de part et d'autre des Alpes, qu'elles sont venues, et je pense là notamment à l'histoire des Allobroges, qui ont, à un moment donné de leur histoire, traversé notamment ces régions de montagne pour arriver en partie dans le Dauphiné, et qui sont des populations venues d'ailleurs, notamment d'Italie du Nord, qu'il y a eu au fil du temps aussi des oppositions politiques, militaires, des rivalités entre le Royaume de France et le Duché de Savoie, qui ont aussi entretenu cette idée que il est difficile de s'entendre lorsqu'on est dauphinois ou lorsqu'on est savoyard. Bon, tout ça est évidemment d'histoire ancienne et n'a plus de sens aujourd'hui. Mais il y a eu des guerres voilà, pendant longtemps entre ces deux territoires. Donc voilà, quelques représentations ancrées, puis que nous ne serions pas non plus très innovants dans ces territoires de montagne où, là encore, on bat en brèche cette idée reçue parce que les innovations techniques, l'apparition d'outils, pour favoriser la vie quotidienne, notamment l'usage de silex, sont attestés dès les périodes préhistoriques, notamment sur deux sites qu'on étudie dans l'exposition, celui de la Grande Rivoire en Vercors ou de l'Aulpe du Seuil en Chartreuse. Donc le fil rouge, c'est celui-ci, c'est de pouvoir montrer que ce territoire, ces populations se l'ont approprié, l'ont apprivoisé, même si apprivoiser la montagne, c'est quelque chose aussi qui reste extrêmement difficile, hein. On y reviendra peut-être pour les périodes contemporaines. Les populations qui se sont succédées, là, ont appris à vivre avec cet environnement singulier, à en tirer les ressources, puisque ce que l'on exprime aussi dans l'exposition, c'est que les ressources naturelles qu'offre la montagne ont été exploitées très tôt, hein, la montagne nourricière, évidemment, par le travail de la terre, la récolte des moissons, par exemple, qui est aussi ancienne que la présence humaine, l'élevage des animaux, cette présence notamment des moutons, des vaches, qui a permis aux populations de vivre là, avec une relation à la nature et à ces animaux domestiques qui est extrêmement forte dans notre région, et de pouvoir aussi tirer parti des ressources en sous-sol. Il y a eu une exploitation minière très ancienne, attestée dès le Moyen-Âge, hein. Je pense notamment aux mines de Brande, mines d'argent, aux mines de fer du côté d'Alvar, et que ces ressources se sont retrouvées parfois très loin des Alpes et ont profité à une grande partie du territoire européen. Donc ce n'est pas un territoire enclavé, fermé sur lui-même, replié sur lui-même, mais c'est un territoire qui a toujours été en relation avec le reste du monde. Et j'en veux notamment pour exemple, parmi d'autres, de l'histoire de notre région, celle des colporteurs que l'on retrouvait sur d'autres continents, qui commençaient leur longue itinérance en partant notamment du Briançonnais, dans le cas des colporteurs libraires de cette région des Alpes, et qui allaient vendre leurs ouvrages du côté de Lisbonne, par exemple, des Pays-Bas, des colporteurs fleuristes que l'on retrouve aussi un peu partout en Europe, et qui, au retour de leur pérégrination, de leur voyage,
était là aussi pour être colporteur des nouvelles du monde. Les Alpins n'étaient pas ignorants de ce qui se passait dans le reste du monde. Ils avaient aussi une forme de gazette. Et ça, on a un peu du mal à l'imaginer, voilà, en considérant finalement que ces territoires, pour les périodes anciennes, étaient très enclavés. En fait, les routes existaient déjà depuis bien longtemps. La période romaine, qui est à la fois une période de domination politique de Rome sur la région, est aussi une période qui va permettre le développement de voies romaines notamment dans l'Oisans, à des territoires, pour des territoires d'altitude assez élevée, et qui en fait vont se développer par la suite et permettent le déplacement plus facilité des populations. Alors Olivier, qu'est-ce qui vous a, vous personnellement, le plus surpris en tant qu'historien au cours de toutes ces années de préparation? Je suis historien de formation, mais j'ai appris quantité de choses et c'est un vrai bonheur de travailler sur un projet comme celui-ci, puisqu'on est là en fait pour évidemment être au service du public, mais aussi être à l'écoute des chercheurs pour tirer parti de leurs travaux, notamment pour les périodes anciennes, du néolithique, qui sont des périodes alors souvent très méconnues et tellement éloignées sur le plan temporel qu'on a du mal à se projeter. Et puis pour la période contemporaine, moi je dois dire qu'en dehors des territoires que j'ai explorés en tant que promeneur, en tant que voilà, randonneur, j'ai appris beaucoup à la fois sur la façon de vivre cette montagne aujourd'hui, de choix de vie opérés par des populations, notamment d'une famille qui a décidé de quitter la ville pour s'installer dans le Trièves aujourd'hui, qui a besoin de retrouver la nature, d'être en quête aussi de sens, de retrouver voilà, un rapport sans doute plus fort à cette nature qui nous environne. Et le Trièves est assez emblématique aussi de ses choix de vie. De questionner aussi une famille qui, depuis longtemps, pratique l'élevage et les métiers agricoles. Ça, c'est en Beldon. Une famille qui me raconte ce quotidien, ce qu'est être éleveur, agriculteur aujourd'hui. Et c'est là qu'on mesure quand même quel est l'engagement que ça suppose et que c'est pas facile parce que les normes sont là à l'échelle de l'Europe et qu'il faut pouvoir en même temps entretenir cette passion qui les anime, mais surmonter tout ça, de faire face aussi aux difficultés économiques, hein, parce que on est très loin de très bien gagner sa vie malgré les heures fournies. C'est aussi être confronté à une jeune femme qui a décidé, là aussi, malgré des études supérieures, de devenir bergère. Donc ça, c'est aussi pour moi une rencontre forte de quelqu'un qui décide, là aussi, de quitter une vie citadine et qui maintenant la conduit à travailler en plein air au beau jour de l'estive et de se familiariser avec cette relation aux animaux, à la nature, à la montagne, qui est devenue une sorte de refuge aussi pour une grande partie de la population qui vit en ville, alors qu'il l'exprime à la fois par la pratique sportive, le tourisme, simplement se promener, s'oxygéner, et qui parfois franchit le pas aussi d'aller y vivre, hein, tout simplement. C'est aussi beaucoup de gens qui sont des montagnards entre guillemets pendulaires, qui décident de vivre d'habiter à la montagne, mais en même temps de continuer à travailler en ville. Donc on voit une mutation qui s'opère dans les modes de vie de notre société aujourd'hui en Isère, qui est assez emblématique de ce qui s'opère à l'échelle des Alpes européennes. Et là, on a un territoire qui est vraiment constitué de beaucoup d'histoires qui ne demandent qu'à être recueillies et qu'on a voulu traduire dans l'exposition. Donc ça m'a beaucoup nourri, oui. Mais là, ça dépasse la vision historique. On est vraiment dans les modes de vie contemporains et c'est passionnant de ce point de vue, de voir comment la montagne aujourd'hui est devenue un territoire d'attractivité. Au-delà du tourisme, hein, j'entends, et qu'elle est aussi sur les questions climatiques un observatoire un peu terrifiant et en même temps extrêmement formateur d'une évolution du climat et de ses conséquences sur la montagne. Olivier, est-ce qu'on peut dire deux mots justement de toute
cette partie consacrée au changement climatique qui peut s'observer à l'œil nu souvent sur nos montagnes. La montagne, les chercheurs le disent bien, c'est un observatoire qui traduit bien les conséquences du changement du climat, à la fois ce qui s'observe dans la fonte des glaciers, qui est un phénomène que l'on peut non pas voir à l'œil nu, mais que l'on constate en mettant en perspective deux images, comme on le fait dans l'exposition, à 100 ans d'intervalle d'un glacier de Sarenne du côté de l'Alpe d'Huez, où l'on voit inéluctablement la mort d'un glacier. C'est aussi la fragilisation de la montagne qu'on perçoit moins d'une montagne qui, par la fonte du permafrost, qui est en principe ce sol gelé en permanence, qui crée des érosions massives, d'une montagne qui se fragilise, qui connaît aujourd'hui des éboulements un peu partout, une érosion de son socle naturel. Et puis les forêts, dont on peut dire aujourd'hui qu'elles n'ont jamais été aussi importantes dans les Alpes, n'ont jamais été aussi, par ailleurs, aussi fragiles. Donc il y a un phénomène lié à la raréfaction de l'eau dans les sous-sols, qu'elles sont marquées aussi par l'infestation d'insectes qui sont plus nombreux aujourd'hui. Certaines espèces endogènes ne supportent plus aujourd'hui ce climat. L'idée n'est pas non plus d'avoir une vision pessimiste, négative des choses. Qu'il y a une réactivité aussi, une réaction des citoyens, des acteurs publics et privés qui sont nombreuses, qui se traduisent de différentes façons dans le mode d'habiter, dans la façon de travailler cette montagne, des métiers qui évoluent. Il y a bien une réaction qui s'opère là et des initiatives de transition qui sont à saluer et qui méritent d'être transmises et d'être portées par un plus grand nombre. Vous écoutez Belvédère, le podcast du département de l'Isère. Merci beaucoup Olivier. Voilà qui nous donne très envie de monter au 4e étage du musée dauphinois. Mais pour finir, comme tous nos invités, nous allons maintenant vous demander quel est votre belvédère en Isère. Qu'est-ce qui vous élève? Un lieu ou un fait historique peut-être? Mon belvédère en Isère, moi, c'est une femme qui a nourri mon parcours, un modèle sur le plan des valeurs, un engagement assez extraordinaire. C'est celui d'une résistante, Rose Valland, née en Isère, à Saint-Étienne-de-Saint-Jouarre. Elle s'est évertuée pendant plusieurs années, celle de l'occupation nazie, lorsqu'elle était à Paris, femme de musée au Jeu de Paume, plus exactement, qui est devenu un lieu central de dépôt des œuvres d'art spoliées par les nazis. Elle s'est évertuée dans la clandestinité à relever des informations qui, après la guerre, allaient permettre de retrouver des œuvres d'art en Allemagne, en Autriche notamment, et de les restituer à leurs propriétaires légitimes, qui étaient pour la plupart des familles juives qui en avaient été dépossédées. Donc le sauvetage des œuvres d'art qui a animé le parcours de cette femme, qui a été une femme extraordinaire par cet engagement dans la résistance, qui a été le fait d'une minorité, il ne faut pas cesser de le rappeler ça. Voilà, donc elle est iséroise et femme de musée, donc on a un double lien qui nous relie et elle me regarde là, dans mon bureau et elle a un regard très espiègle et c'est une femme dont le parcours mérite vraiment d'être salué et qui reste encore trop méconnue aujourd'hui. Voilà, Belvédère, c'est fini pour aujourd'hui. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais le mieux est d'aller découvrir cette exposition de référence. Cet épisode a été réalisé par Véronique Granger, avec Annick Berlioz à la prise de son, Émilie Vadel du studio Scadienco pour le mixage. La musique est signée Denis Morin de Vague Imaginaire. Si vous avez aimé, ne manquez pas de vous abonner sur le site isermag.fr où vous retrouverez toutes nos émissions. Belvédère, c'est tous les 15 jours sur toutes les plateformes de podcast et on vous dit à bientôt.